Bonjour, vous le savez, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de neige marine. Get in. On a parlé de biofilms, on a parlé de comment les étudier. Maintenant, on va voir à quoi ça sert. Parce que c'est bien beau de parler de trucs, mais c'est aussi bien beau de savoir à quoi ils servent, ces trucs. Un exemple de l'étude des biofilms, c'est dans le cas, très connu des marées noires. Vous savez, ce truc un peu polluant, fait par des compagnies un peu polluantes. Parce que vous ne le savez peut-être pas, et c'est pas grave, mais les hydrocarbures ont une densité plus faible que l'eau, et donc ils flottent. Et on s'est rendu compte que, ils flottent, mais ils agrègent aussi des trucs, notamment des bactéries. Des bactéries qui vont former un biofilm autour du pétrole, et lentement mais sûrement le grignoter. C'est quelque chose qui est encore à l'état de début de découverte. Mais c'est intéressant de voir qu'on pourrait utiliser les microbes pour réparer les conneries de milliardaires un peu regardants au niveau de la sécurité, et de l'environnement. Mais pas trop du profit. Bizarrement. Les bactéries font un biofilm, et des fois ce biofilm il va causer des dommages aux tubes, à la plomberie et aux bateaux. C'est ce que l'on appelle le biofouling. On peut avoir par exemple le cas de bactéries et de microalgues qui s'agglutinent et on va parler de microfouling. Le fouling mais avec des petites bêtes. Puis ce petit biofilm, il va servir de support pour des plus grosses bêtes. On va parler de macro-fouling, puisqu'on va parler de macro-organismes, comme des crabes, des crustacés, des huîtres, bref. Coquillages et crustacés. Ce fouling, il va mener à de gros problèmes, notamment à la dégradation de la coque et à l'alourdissement de votre bateau. Ce qui est un peu gênant, parce que si votre bateau est plus lourd, il est plus lent et il consomme plus. Et ça, c'est pas bien pour plein de raisons. C'est vrai que c'est pas vraiment les micro-organismes qui vont ralentir le bateau, mais ces micro-organismes sont la clé de ce mécanisme de biofouling. Parce que je le répète, mais c'est eux qui créent la base sur laquelle va se greffer toutes les autres bébêtes. Il y a certaines études qui ont décrit l'organisation du biofouling, en suivant une séquence particulière dépendamment du lieu et du substrat. Mais en gros, on commence toujours avec des bactéries, des flagellés et des ciliés. Et si vous voulez plus d'informations, il y a la bibliographie dans les crédits. Parce que si je mets à chaque fois les noms, ça va faire cracher mon logiciel. Puis personne les lit de toute façon les publics. Pour vous donner une idée de l'abondance de microbes dans de l'eau de mer, on estime qu'un microlitre d'eau de mer contient 10 000 virus, 1000 bactéries, 110 cyanobactéries, une dizaine d'algues et une dizaine de protistes. Ça fait du monde, dans un volume qui est 1000 fois plus petit qu'un millilitre. Et des chercheurs ont justement étudié la formation de biofilms et ont proposé différents types pour le mécanisme d'encrassement, le nom que j'ai trouvé pour biofouling, pour ceux qui aiment tant la langue de Molière. Moi j'en ai rien à foutre. Outre les différentes étapes de formation de biofilms, il y a également différents types de biofilms que l'on va voir maintenant. Par exemple, il y a eu le type 1 qui contient uniquement des bactéries et des micro-organismes, donc rien de très exotique. Le type 2 qui est une couche qui va se former au-dessus du type 1 et qui est composé de diatomées, et puis le type 3 qui se forme justement des espèces qui vont se fixer sur les diatomées. On parle d'organismes un peu plus gros là. On commence à attaquer le plateau de fruits de mer. Du coup, on se retrouve avec un sandwich de petites bêtes, sauf que le pain, c'est du biofilm. Ne mangez pas du biofilm, c'est pas bon. Et puis c'est probablement toxique. Les bactéries et les microbes en général peuvent se fixer à tout un tas de structures, notamment les tuyaux et les filtres. Et ce biofilm, il va commencer à agglutiner des spores et des larves de crustacés. Des larves qui vont grossir et devenir des grosses moules, qui vont donc boucher nos filtres et nos tuyaux. Ce qui est justement un peu gênant pour ce sujet qui est la filtration de l'eau. Oui, parce qu'un des grands problèmes que l'on va avoir besoin de faire face d'ici pas longtemps, enfin on a déjà besoin d'y faire face, c'est la disponibilité de l'eau. L'une des principales technologies de production d'eau douce utilise l'eau salée ou l'eau usée traitée par osmose inverse. Dans ce processus, l'eau passe à travers une membrane faite de cellulose qui rejette les composés dissous dans l'eau. Si ces solutés s'absorbent de manière réversible ou irréversible sur la membrane, une résistance globale accrue de la membrane est observée et on va avoir un biofilm qui va se développer. Et ça c'est chiant parce que ça va diminuer le flux d'eau, augmenter la pression, augmenter les dommages à la plomberie et causer tout un tas de petits dommages et choses pas ouf, dont on n'a déjà pas besoin. En gros, à la fin, ça va foutre en l'air votre matos. Et ça se retrouve aussi pour les systèmes de refroidissement. Un système de refroidissement qui, justement, a des problèmes de flux, c'est un système de refroidissement qui refroidit moins, et qui refroidit moins bien. Et le problème, c'est que si ça refroidit moins bien, ça chauffe plus. Et donc, ça va probablement dégrader votre matos. Et tout ça, ça coûte un peu d'argent. En plus de ça, le biofouling et les biofilms, ça entraîne de la corrosion.
On en a parlé quand on a parlé de Titanicae, la bactérie qui grignote le Titanic. En effet, les micro-organismes vont accélérer la corrosion, notamment des micro-organismes appelés des sulfates réducteurs qui vont justement utiliser le sulfate et produire la dégradation des métaux. Ça c'est pas ouf. On estime en 2016 que le coût de la biocorrosion s'élevait à 2,6 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de dollars. Cette corrosion, elle a un énorme impact, notamment pour ce qui est du transport de gaz. Parce que si votre citerne à gaz fuite, ça va très mal se passer. Un autre facteur dans l'industrie pétrolière, c'est également que les micro-organismes, ils aiment bien les hydrocarbures. Donc si vous avez un biofilm qui se développe dans votre citerne de pétrole, vous allez vous retrouver avec un pétrole qui se fait digérer par vos microbes. Et ça, en général, vous n'en avez pas envie. Ça peut modifier la consistance de votre pétrole, ça peut également apporter des gaz dont vous ne souhaitez pas. Bref, ça peut causer tout un tas de problèmes. Pour une bactérie, les hydrocarbures, c'est un peu l'équivalent d'un kebab pour nous. C'est vachement bon. Et puis ça fait grossir. Alors évidemment, je parle de bactéries, mais n'oubliez pas qu'on a également parlé des archées qui produisent des biofilms. C'est juste que, en général, bactéries, ça parle à tout le monde, et que ce sont les micro-organismes les plus étudiés. En termes de corrosion, les principaux suspects sont les ferroréducteurs et les sulfates réducteurs, mais on peut également suspecter des acétobactères, des gluconoacétobactères et des aciditiobacillus. Des noms qui ne vous parlent absolument pas. Et c'est pas grave. Surprenamment, on a également des microbes qui ont un effet anti-corrosion. Oui, on part un peu plus loin du principe de biofilm, mais vous allez voir, tout est lié. En effet, certains micro-organismes vont inhiber la production de biofilms par d'autres micro-organismes, ce qui tombe bien, parce que nous, les biofilms, ça nous fait chier. Vous allez rire, mais on a également un effet anti-corrosion de certains biofilms. En effet, certains biofilms vont entraîner la séquestration de composés toxiques, tandis que d'autres vont inhiber la croissance des micro-organismes qui causent la corrosion. Oui, les micro-organismes se font aussi grand remplacer de temps en temps. Et enfin, on peut également avoir une surproduction d'EPS, ce qui va protéger notre surface des corrosions. Parce que oui, si on a une grosse colonie de microbes qui n'interagissent pas avec le support, il n'y a pas besoin de craindre une corrosion, puisqu'ils ne vont pas entraîner cette corrosion. Donc ils vont protéger de la corrosion, parce qu'ils vont protéger des microbes qui entraînent la corrosion. Il y a également à l'étude plusieurs tests de peinture anti-biofouling, des éléments qui seraient plus green. Green comment? Super green. Pour l'environnement, mais bon, prenons toujours une petite pincée de sel, juste au cas où il y aurait un peu de greenwashing. Juste un peu. Il y aurait également une structure à base de graphène qui serait à l'étude, parce que ce même graphène empêcherait les micro-organismes de se développer. Mais encore une fois, c'est à l'étude. Et puis c'est même pas mon domaine, donc bon, faites attention à ce que je dis. Après, on va pas se mentir, le meilleur moyen d'empêcher un biofilm de se développer, c'est de nettoyer. On peut également utiliser des ultrasons pour décoller un biofilm. Mais bon, je suspecte que vous ne lavez pas votre maison avec une cuve à ultrasons, donc cette piste n'est pas très intéressante pour nous, pauvres mortels. Le nettoyage par électrolyte est également à l'étude, en remplacement du nettoyage au chlore. Parce que le chlore, c'est pas très éco-friendly. Donc, partant de ce principe-là, on peut difficilement faire pire de toute façon. Enfin, pour la protection des bateaux, on utilise la protection cathodique, et non pas catholique, qui en complément d'un revêtement anti-salissure serait la combinaison la plus efficace. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse dans le nettoyage de bateaux, n'hésitez pas à lui demander. Les biocides sont également une voie utilisée pour lutter contre les biofilms. Mais bon, biocides, vous vous doutez que ce n'est pas vraiment éco-friendly. Donc cette disposition, on peut la mettre au placard. C'est notamment utilisé dans l'industrie hydrocarbure, l'industrie du pétrole, l'industrie de gens qui ont beaucoup trop d'argent à dépenser et relativement peu de considération. Il y a également du travail qui est mené pour les membranes d'osmose inverse, étant donné que les biofilms représentent entre 5 et 20% du coût d'entretien de ces membranes. C'est donc pas étonnant que des gens bossent dessus. Notamment, une des techniques utilisées est l'utilisation de chélateurs, des molécules qui vont sécréter des ions métalliques qui sont très importants pour la formation de biofilms, et la survie des micro-organismes en général. Enfin, d'autres techniques ont été utilisées, même si vous n'arrivez jamais vraiment à vous débarrasser totalement d'un biofilm. Et oui, ces petites structures sont coriaces. Je l'ai déjà dit avant, mais les gens utilisaient de la chlorine, mais également de la bromine et du pyroxyde d'hydrogène, voire du formaldéhyde pour se débarrasser des biofilms. Bref, des trucs pas green du tout. Green comment? Vraiment pas green. Si le formaldéhyde ça vous parle, c'est que vous avez peut-être regardé les épisodes sur la fiche. Sinon, vous n'êtes pas trop tard pour regarder les épisodes sur la fiche. J'aime bien la fiche. Il y a également d'autres traitements qui sont utilisés pour se débarrasser d'un biofilm, tels que les traitements UV, les traitements par température, ou même les chocs électriques.
l'utilisation d'enzymes, l'inhibition du quorum sensing, ça on en a parlé du quorum sensing, l'épisode doit être quelque part par là. On peut même utiliser des bactériophages, des virus qui vont ne boulotter que les bactéries. Bref, vous avez plein de techniques, et comme toujours, si ça vous intéresse, les publications sont dans les crédits. Mais toutes ces techniques, aussi prometteuses soient-elles, représentent quand même beaucoup de challenges. Bah oui, elles ne sont pas forcément viables à grande échelle, que ce soit économiquement parlant ou environnementalement parlant. Oui, balancer du chlore dans la mer, c'est pas une bonne idée. Je sais, c'est dur à assimiler, hein, mais c'est pas une bonne idée. Mais on peut également utiliser les biofilms pour faire de la bioremédiation, c'est-à-dire réparer les conneries que certaines personnes des compagnies pétrolières par exemple auraient fait. Je sais, on revient souvent au pétrole ici, comme un thème. Bref, la bioremédiation, c'est se servir de processus naturels pour justement dépolluer des sols. Et c'est vachement chouette. Par exemple, l'utilisation de biofilms pour digérer les nappes pétrolières qui ont été émises lors de la fuite de Deepwater. Bon, ça sous-entend qu'il faut quand même amener d'autres choses aux microbes, parce que si les hydrocarbures sont riches en carbone, il faut quand même leur donner du nitrate, du phosphate et tout un tas d'autres nutriments qui sont très difficiles pour eux à trouver en haute mer. Mais c'est une technique. Certaines études suggèrent justement de relâcher du fertilisant près des nappes phréatiques pour stimuler la propagation de microbes, comme en 1989, où 42 millions de litres de pétrole brut se sont dispersés dans l'environnement. Et pour essayer de réparer ça, il s'est passé un truc. Pour essayer de réparer les dégâts, on a eu recours au déversement de 49 tonnes de fertilisant en 3 ans. Ça fait beaucoup, ce qui a conduit à une augmentation de la population microbienne capable de dégrader le pétrole de 10% à 40%. Après, on nique un peu l'environnement quand même. Puis on risque de stimuler une population dont on n'a pas envie. Ça, c'est pas bien. Le polysaccharide microbien le plus connu, la gomme xanthane, est utilisée en industrie, agroalimentaire ou non. Et elle est produite principalement par Xanthomonas campestris. Donc oui, on utilise des biofilms en alimentaire, pour de bonnes choses. La cellulose bactérienne, produite par Acetobacter xylinum, possède de bonnes capacités de rétention d'eau. Cette EPS est utilisée dans la fabrication de pansements spéciaux pour les grands brûlés, comme quoi ça peut même servir. Plusieurs espèces d'agrobactérium et de rhizobium sont également utilisées en agroalimentaire pour améliorer la consistance du tofu, ainsi que la gelée de haricots. Agrobacterium macleodi est une bactérie thermophile isolée au niveau d'une source hydrothermale, à 2600 mètres de profondeur au niveau des Fidji. Et cette petite bête produit un EPS qui est capable de fixer très facilement les métaux lourds, ce qui est bien justement pour la bioremédiation, mais également pour le minage. Plus surprenamment, cet EPS il peut être utilisé en remplacement du xanthane, la gomme dont j'ai parlé au tout début. Cet EPS, il est également utilisable pour améliorer la réparation des os. Bon, à l'heure où je vous parle de ça, je n'ai vu cette application que sur des rats, mais il se pourrait que cet EPS pourrait être utilisé pour faciliter la réparation de vos os en cas de fracture, ce qui est chouette. En conclusion de ces 3 vidéos, on a pu voir que les biofilms sont partout, qu'ils ont un énorme impact sur l'environnement et sur nos vies, voire même en industrie, qui peuvent être négatifs, mais également avoir des effets positifs. On a vu que beaucoup de microbes peuvent faire ça, et on a vu que justement c'est un assemblage complexe qui induit des micro-organismes et qui va mener jusqu'à l'agglomération de crustacés. C'est un mécanisme que vous avez pu voir dans votre vie, que ce soit sur des bateaux ou même sur un évier oublié un petit peu trop longtemps. Rappelez-vous, vous êtes parti 2 semaines en vacances et quand vous êtes revenu, vous vous rendez compte que vous avez oublié une tasse dans l'évier. Cette tasse, elle a produit des trucs. Tout ça pour dire quoi? Que les biofilms, ça fait partie d'un de ces nombreux impacts que l'on n'espère pas avoir de la part de micro-organismes. C'est également quelque chose de très intéressant en recherche, et comme on a pu le voir dans cet épisode, il y a énormément de voies de recherche qui sont encore possibles pour l'utilisation de biofilms. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.